En janvier 1969, Richard Nixon, après une longue traversée du désert liée à son échec électoral contre Kennedy, réussit son retour politique. L'ancien colistier et vice-président d'Eisenhower s'installe à son tour dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Eisenhower avait pourtant tout fait pour rendre ce moment impossible. Lors d'une conférence de presse, un journaliste avait demandé à Eisenhower si en 4 ans son vice-président Richard Nixon lui avait proposé ne serait-ce qu'une seule idée qu'il aurait adoptée. Eisenhower avait réfléchi un moment puis répondu « Là tout de suite je ne vois pas, mais si vous me laissez une semaine, je vous en trouverai sûrement une. » Les gens de ma génération étaient persuadés qu'il était fini après ces 2 défaites. C'est difficile à expliquer, mais il est évident que ça avait un lien avec le Vietnam, l'effondrement du gouvernement Johnson, et aussi l'assassinat de Bobby Kennedy en 1968. Sans tous ces concours de circonstances, Nixon n'aurait jamais eu la moindre chance de revenir sur la scène. Le jour de la prestation de serment de Nixon paraît un livre, Comment fabriquer un président, qui analyse la campagne et l'élection de Nixon. L'auteur y écrit « Pour la première fois, des professionnels du marketing politique ne se sont pas contentés d'améliorer l'image d'un candidat, mais ont créé de toutes pièces une personnalité qui n'avait pas d'existence réelle. » Nixon était, je dirais, assez habile. Il possédait une certaine forme d'intelligence, mais ce n'était en aucun cas un intellectuel. Il était incapable d'étudier un événement et de trouver une analyse différente. Nixon confie au général Alexander Haig un des postes clés de la Maison-Blanche, celui de Chief of Staff, chef d'état-major du président. Richard Nixon voulait conduire sa propre politique étrangère. Il a donc choisi quelqu'un d'extrêmement compétent comme conseiller à la sécurité pour diriger les affaires étrangères. Il ne se doutait pas de la place qu'allait prendre Henry Kissinger quand il l'a engagé. Henry Kissinger, professeur de sciences politiques à Harvard, est nommé conseiller personnel du président. Il a émigré aux États-Unis en 1938 pour fuir les persécutions antisémites des nazis. Il va façonner la politique étrangère des États-Unis avec le seul titre de conseiller exécutif du NSC. Les gens pensent que j'ai mis au point toute une stratégie pour être conseiller à la sécurité nationale et devenir un homme public. Mais en réalité, je ne connaissais même pas Nixon quand il m'a appelé. Lorsqu'il m'a proposé ce poste, j'ai eu l'incroyable insolence de lui dire « J'aimerais que vous me laissiez une semaine pour en parler avec mes amis. Je ne voudrais pas les perdre s'ils apprenaient que je vais travailler avec vous. » C'est tout à l'honneur de Nixon de ne pas m'avoir prié de disparaître ce jour-là. Pendant sa campagne, Nixon avait déclaré « Le secrétaire d'État n'est vraiment pas important. La politique étrangère est le domaine réservé du président. » Il choisit donc volontairement un secrétaire d'État effacé, discret, William Rogers. Uniquement parce qu'il ne connaissait rien en politique étrangère, écrira Kissinger dans son livre Diplomatie. Il voulait un fonctionnaire, quelqu'un pour administrer le département d'État, mais en aucun cas un responsable de la politique étrangère. Nixon n'avait aucune estime pour les bureaucrates en général. Il a tenu le secrétaire d'État complètement à l'écart de tout ce qui touchait à la politique extérieure. Richard Nixon avait une extraordinaire qualité. Il détestait rencontrer de nouvelles têtes et ne supportait pas d'échanger des idées avec des gens qui pouvaient être en désaccord avec lui. C'est pour cette raison qu'il a réduit son cercle de conseillers à un tout petit groupe. Et s'est servi de moi comme intermédiaire pour faire pratiquement son travail à sa place. Ils ont commencé par exclure les autres de tout ce qui touchait à la politique étrangère. Ils gardaient secrètes toutes les informations concernant les dossiers les plus importants.
Kissinger, en accord avec le président, ne se contentait pas de filtrer les recommandations. Il mettait en œuvre sa propre politique, sans consulter le reste du gouvernement. Je crois que vous exagérez un peu mon omnipotence. La Maison-Blanche était un étrange assemblage de toutes sortes d'individus, et c'était intellectuellement difficile. Mon omnipotence en était la conséquence, pas la cause. Il exigeait que notre travail soit plus que parfait. Et lorsque vous pensiez avoir atteint la perfection, il vous demandait de tout refaire. Il savait tirer le meilleur de nous, mais le processus était parfois douloureux. Henry pouvait être charmant en public. Il pouvait aussi l'être beaucoup moins quand il n'était pas en public. J'ai dû démissionner 5 fois. Il adorait les rapports conflictuels. On se séparait, puis on se réconciliait. Il pouvait lire très vite un texte et en retenir l'essentiel, l'absorber. Même si vous lui soumettiez un problème auquel il ne connaissait rien. Je lui ai donné un jour un dossier concernant nos relations avec la Libye, sujet dont il ignorait tout. Il l'a juste parcouru comme ça pendant 10 minutes, marchant de long en large dans son bureau. Puis il est entré dans la salle et a dirigé tous les débats, comme s'il en savait plus sur la Libye que n'importe qui dans cette réunion. Comme il s'exprimait très bien et était plutôt habile, tout le monde lui vouait une confiance absolue. C'était l'aspect brillant mais superficiel du personnage. Il avait un certain nombre de références intellectuelles issues de sa connaissance de la diplomatie européenne du XIXe siècle. Réalpolitik, équilibre des pouvoirs, des concepts de politique étrangère assez classiques. Et si un dossier ne concordait pas avec un des modèles, il ne comprenait plus rien. C'est pour cette raison que je le considérais comme quelqu'un de très brillant, mais avec des lacunes énormes. Avec le recul, on pourra un jour dire si c'est ce côté brillant ou au contraire son manque de perception qui prédominait. On ne peut pas donner de Kissinger une image réductrice et dire de lui qu'il n'était qu'un conservateur qui n'a rien apporté. Mais on ne peut pas non plus dire qu'il était un diplomate de génie. D'un autre côté, Nixon était quelqu'un d'extrêmement compliqué. Il se méfiait de pratiquement tout le monde. Je pense qu'il y avait entre eux une relation assez formelle. Kissinger racontait qu'il n'avait jamais été invité dans les appartements privés de la Maison-Blanche. Kissinger n'était pas son ami. C'était un collègue de travail. Nixon enviait certaines des qualités de Kissinger, même s'il y avait plusieurs choses qu'il n'aimait pas. Kissinger était un intellectuel, mais il était aussi juif. Et Nixon avait parfois, et en présence de Kissinger, des mots très durs sur les Juifs. Kissinger était gêné par les remarques antisémites de Nixon. J'en ai été le témoin direct un jour en 1973. 4 ministres arabes étaient venus rendre visite à Nixon. Kissinger les avait d'abord rencontrés seuls. Puis ils se sont rendus tous les 5 dans le bureau présidentiel. Je me suis joint à eux pour prendre des notes. Tout se passait parfaitement bien. Ils posaient parfois quelques questions. À un moment, Nixon s'est tourné vers les ministres des Affaires étrangères arabes et leur a dit « Je sais à quoi vous pensez. Vous êtes en train de vous dire que Henry Kissinger est juif, et que parce qu'il est juif, il ne peut pas être un bon Américain. Vous pensez qu'il fera forcément passer les intérêts d'Israël avant ceux des Américains. » Le visage de Kissinger devenait rouge vif. Il était furieux. Les Arabes aussi étaient horriblement gênés, parce qu'il n'avait pas dit un mot. Même s'il le pensait, il n'en avait rien dit. Mais Nixon ne s'est pas arrêté là, il continuait. Vous pouvez être un bon juif et en même temps un bon Américain. Vous savez, certains de mes amis sont juifs. Il ne faut pas croire que tous les juifs sont... C'était de pire en pire. À la fin, c'était tellement gênant qu'il s'est tu. Il fallait voir à quel point Kissinger était mal à l'aise quand Nixon exprimait aussi crûment ses opinions. Par respect pour la grande histoire, j'ai cessé de prendre des notes ce jour-là. Au début, Kissinger n'était qu'un obscur membre de l'équipe de la Maison-Blanche. Puis au fil des années, il a acquis une certaine célébrité à la suite d'événements spectaculaires comme son voyage secret en Chine. Henry Kissinger va être l'artisan de la réconciliation avec la Chine. Après la diplomatie confidentielle vient l'heure de la diplomatie spectacle. Nixon et Kissinger rendent visite à Mao. J'ai commencé à avoir une certaine notoriété en juillet 1971, après mon voyage en Chine. Auparavant, je n'étais connu que des gens de notre milieu et des journalistes de Washington. Et d'un seul coup, j'ai été propulsé sous les feux de l'actualité.
Au Vietnam, la guerre s'intensifie. 50 soldats américains y sont tués chaque jour. La large couverture des combats par la presse et la télévision fait basculer l'opinion publique. Enlisé dans ce conflit interminable, Nixon cherche à obtenir une fin honorable. J'ai compris que la guerre ne pouvait pas être gagnée, en tout cas pas de la façon dont nous la menions. Mais une fois que vous arrivez à la conclusion qu'il va falloir retirer vos soldats, vous vous trouvez face au problème suivant. Comment s'y prendre quand on a 550 000 hommes sur place? Melvin Laird, secrétaire à la Défense, a été chargé par Nixon de réparer les dégâts causés par la politique de McNamara au Vietnam et d'évaluer les chances d'un retrait américain. Nous traversions une période très difficile. Lorsque j'ai été nommé secrétaire à la Défense, il y avait 540 000 soldats américains qui combattaient au Vietnam et 1 400 000 hommes dans les pays limitrophes, dans la marine ou l'armée de l'air. Ce qui faisait près de 2 millions d'Américains engagés dans cette guerre du Vietnam. Nixon ordonne l'invasion secrète du Cambodge puis du Laos, sans l'accord du Congrès et sans que les Américains en soient informés. Sous l'administration Nixon, 4,5 millions de tonnes de bombes seront déversées sur l'Asie du Sud-Est. J'étais en total désaccord avec le secrétaire d'État Rogers, Henry Kissinger et le président. Je pensais que c'était une erreur de vouloir essayer de garder secrets ces bombardements. J'avais 12 000 hommes sur place, qui étaient forcément au courant de ces opérations. Parfois, le président me donnait l'ordre d'exécuter des bombardements qui me semblaient totalement inutiles. Je devais alors inventer un prétexte, par exemple que les mauvaises conditions météorologiques ne le permettaient pas. Notre engagement au Vietnam et la façon dont nous menions cette guerre s'avéraient être un désastre. Et notre président allait y perdre et sa popularité et sa capacité à gouverner. En janvier 1973, après 4 années de contacts et de négociations secrètes avec les Nord-Vietnamiens, les accords de Paris mettent provisoirement un terme à la guerre du Vietnam. We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam and in Southeast Asia. Le secrétaire d'État William Rogers, complètement tenu à l'écart par Kissinger, devient la risée de la presse. You played central roles in the historic developments, the opening to China and the U.S. withdrawal from Vietnam. With these accomplishments behind you, what keeps you in the government? That comes from the State Department. Nixon était extrêmement jaloux de la notoriété et des attentions dont Kissinger était l'objet à ses dépens. Il était évident que Nixon vivait très mal tout ça. N'importe quel président se serait débarrassé d'un conseiller qui lui volait à ce point la vedette. Il y a peu de présidents des États-Unis qui se seraient réjouis qu'un de leurs collaborateurs bénéficie d'une telle notoriété. Henry Kissinger se voit décerner le prix Nobel de la paix pour les accords de Paris. Distinction également attribuée au négociateur nord-vietnamien le Duc Tho, qui la refusera. J'étais dans son bureau avec lui quand on lui a annoncé qu'il avait reçu le prix Nobel. Je peux donc vous décrire quelle a été sa réaction. Je suis sûr qu'il en était, dans un certain sens, assez fier. Mais il s'est mis à rire. Quelqu'un lui a tendu un papier qui disait « Vous et le duc Tho venez juste de recevoir le prix Nobel de la paix ». Il l'a lu et a éclaté de rire. Je pense qu'il venait de réaliser l'ironie de la situation. Que ce soit eux, précisément, les deux hommes qui avaient fait cette guerre, qui reçoivent le prix Nobel de la paix. Je regrette la manière dont la guerre du Vietnam a pris fin. Je ne sais pas comment nous aurions pu éviter cela.
Nous aurions pu trouver d'autres personnes qui nous auraient aidés à trouver une sortie honorable à ce conflit, plutôt que cette fin lamentable. Mais nous ne l'avons pas fait. Le résultat, c'est qu'il y a eu plus d'Américains tués au Vietnam sous Nixon que pendant les années Johnson. Et bien sûr encore plus de Vietnamiens. Ce qu'il y a de plus terrible, c'est que si vous me demandiez si je referais la même chose aujourd'hui, je vous répondrais oui, je le referais. C'est à propos du Chili que pour la seule et unique fois, les querelles intestines et les rivalités cessent au sein de la Maison-Blanche. L'unanimité va se faire sur la mise en route du complot contre le gouvernement légitime du socialiste Salvador Allende. En ce qui concerne le Chili, en 1973, la CIA avait mis toute son énergie pour stopper l'ascension d'Allende. Tout était en place depuis pas mal de temps. Bien sûr que nous avons tout tenté pour l'écarter du pouvoir. Nixon voulait être débarrassé d'Allende. Nos généraux étaient directement concernés, particulièrement au Pentagone, où les relations entre les militaires chiliens et les forces armées des États-Unis étaient excellentes. J'étais chef d'état-major et j'avais la responsabilité de m'assurer que chaque coin du globe était sûr. Je vérifiais l'exactitude des analyses, des propositions que l'on me soumettait. Et donc, inévitablement, nous passions en revue la totalité des solutions politiques qui nous étaient suggérées, y compris le renversement d'Allende. Nous pensions qu'Allende avait l'intention d'instaurer au Chili un régime identique à celui de Castro. Vous réalisez que ça ne s'arrêtera sans doute pas au Chili, que la Bolivie va suivre, puis l'Équateur, la Colombie et toute l'Amérique centrale. La demande était simple. Le président des États-Unis ne voulait pas qu'Allende devienne président du Chili. Point final. Nixon donne un chèque en blanc à Richard Helms de la CIA. S'il y a une chance sur 10 de se débarrasser d'Allende, nous devons la saisir. Nixon voulait le voir disparaître d'une façon ou d'une autre. Renversement, coup d'État, tout ce que vous voudrez. Il m'a juste donné comme instruction d'essayer de m'en débarrasser, de stopper son élection. Mais il n'a pas précisé de quelle façon. Et même s'il l'avait fait, ça n'aurait pas changé grand-chose. Le 11 septembre 1973, un coup d'État militaire dirigé par le général Pinochet, avec l'aide de la CIA, renverse le gouvernement. Le corps du président Allende sera retrouvé dans les décombres du palais présidentiel, investi par l'armée. Ce qui nous a surpris, c'est la brutalité avec laquelle les militaires ont fait ça. C'était une réaction excessive, une vraie tragédie. Nous avons applaudi au renversement de Pinochet, Allende. Nous étions tout à fait favorables. Je ne pense pas que ce que nous avons fait ait changé quelque chose. Je suppose que ça a été une erreur en termes de relations publiques. Mais s'être débarrassé d'Allende, non, je ne pense pas que ça a été une erreur. Mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Est-ce que cela justifiait d'interrompre une élection démocratique? Non. Et avec le recul, je pense que ça a été l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Allende, l'erreur à ne pas faire. La guerre du Kippour éclate en octobre 1973. L'offensive surprise de l'Égypte et de la Syrie contre Israël prend de court la Maison-Blanche. Cette crise va être le théâtre d'une mise en alerte des forces nucléaires soviétiques et américaines. La première depuis celle des missiles de Cuba en 1962. Les Soviétiques avaient en une nuit expédié 10 ou 12 divisions militaires et envoyé leurs forces nucléaires à travers le Bosphore. Ils nous ont fait parvenir une dépêche disant qu'ils allaient intervenir en Égypte, qu'ils espéraient obtenir notre accord, mais que si cela était nécessaire, ils s'en passeraient. Je me souviens de cet événement comme d'un des moments les plus dramatiques.
M. Brejnev nous avait envoyé une lettre laissant entendre qu'il allait déplacer les forces soviétiques au Moyen-Orient avec ou sans la collaboration des États-Unis. Nous avons eu le sentiment que nous devions répondre vigoureusement aux défis qui nous étaient lancés. Je sais exactement ce qu'il y avait dans cette lettre, puisque j'ai été le premier à la lire. Nous avons donc décidé de monter d'un cran la mise en alerte de nos forces. La décision a été prise par Henry, Alexander Haig et le secrétaire à la Défense. Nous avions découvert un déplacement des forces nucléaires soviétiques vers le Moyen-Orient et nous voulions leur montrer notre détermination. Kissinger a décidé que les États-Unis se devaient de répondre autrement qu'en protestant verbalement, et qu'il fallait mettre en garde les Soviétiques des risques qu'ils prenaient en envoyant leurs forces armées. Nous savons maintenant que les Soviétiques bluffaient. Nous possédons les notes du secrétaire de Brejnev. Brejnev insiste. Dites-leur que nous allons envoyer nos troupes. Un de ses généraux a dit « Mais nous n'avons pas les moyens de le faire ». Brejnev lui a répondu « Ça n'a pas d'importance, il suffit de le dire ». Ils l'ont donc écrit dans leur message. De leur part, c'était uniquement du bluff. Mais dans ce genre de crise, on ne peut pas envisager qu'il ne s'agit que d'un coup de bluff. Tous ceux qui étaient présents dans le poste de commandement cette nuit-là, le docteur Kissinger et moi-même, avons pris conscience que si nous ne réagissions pas énergiquement, les Soviétiques prendraient cela pour une défaillance de la part des États-Unis. Je pense que, cette fameuse nuit, Nixon n'était pas en état de prendre la moindre décision. Nixon buvait. Pas énormément, mais il suffisait d'un verre pour qu'il s'écroule ivre. Ce qui lui arrivait de temps en temps. Un de mes collègues a demandé à Kissinger si le président était ivre cette nuit-là, et Kissinger lui a répondu « Pas de commentaire. Juste pas de commentaire. » Haig est allé voir Nixon et est revenu avec son accord. Nixon n'était pas présent à la réunion, mais j'ai l'impression qu'il a signé l'autorisation et pris ses responsabilités. Ensemble, ils ont décidé qu'ils devaient le faire et qu'ils en informaraient le président le lendemain matin. Ils ont demandé à Haig, qui était le chef d'état-major, s'il voulait aller voir Nixon, mais je pense que Haig savait que Nixon était dans l'incapacité d'agir. Ils ont donc choisi d'assumer la responsabilité de prendre une décision que le président aurait certainement approuvée, mais qu'en réalité, il n'a jamais prise. Ce n'est pas lui qui a pris la décision. Mettre nos forces en état d'alerte sans l'accord du président est inimaginable, ne peut pas se produire. Mais c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Schlesinger a même donné l'ordre au chef militaire de refuser toute communication venant du président. Personne ne devait agir sans l'accord du secrétaire à la Défense. Il n'avait plus aucune confiance dans les capacités de Nixon cette nuit-là. Dans certaines circonstances, lorsque l'autorité politique vacille, il est vital pour la démocratie que les militaires se tournent vers la Constitution. Selon notre Constitution, c'est un dysfonctionnement de la politique américaine. C'est la raison pour laquelle personne n'aime en parler. Pendant un court moment, des décisions ont été prises au mépris de la Constitution. Une décision de cette importance ne peut être prise que par le président. Or, s'il l'a approuvée le lendemain matin, il n'a pas donné son accord cette nuit-là. Nixon, largement réélu à la présidence pour 4 ans, va être rattrapé par une affaire que les milieux politiques et la presse avaient jugée insignifiante. Tout a commencé 1 an plus tôt, dans la nuit du 17 juin 1972. 5 cambrioleurs sont arrêtés dans l'immeuble du Watergate, le quartier général du Parti démocrate. La police découvre qu'ils ont des liens avec la Maison-Blanche et le comité pour la réélection de Richard Nixon. C'est la CIA qui a fourni une aide technique aux faux cambrioleurs. Une tentative de cambriolage de 3e ordre, selon le porte-parole de la Maison-Blanche. Il avait ce côté machiavélique qui décourageait tout le monde. Il ne pouvait s'empêcher de
de faire des choses comme le Watergate. Ce cambriolage raté va devenir une affaire d'État. 2 journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et Bob Woodward, refusent de se contenter des conclusions de l'enquête officielle. Avec le soutien de leur rédacteur en chef, Ben Bradley, ancien conseiller de John Kennedy, ils décident de se lancer à la recherche de la vérité. Personne n'a cru au Watergate. Tout le monde disait « Vous imaginez le président des États-Unis envoyant 4 bandits masqués ne parlant pas anglais dans leur talkie-walkie en plein milieu de la nuit ?» Personne ne pouvait y croire. Ils pensaient tous que le Washington Post détestait tellement Nixon et que nous étions prêts à tout pour le mettre en échec. Les gens ont sûrement pensé que Bradley défendait encore son ami disparu. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne pouvais pas croire qu'il avait fait ça. J'étais persuadé qu'un déséquilibré, quelque part, manipulait tout le monde. Il y avait effectivement un fou derrière tout ça, mais il travaillait pour Nixon. C'était comme un conte de fées. Une poignée d'amateurs jouant aux espions à l'intérieur de la Maison-Blanche. Nixon était en tête dans les sondages, il allait l'emporter haut la main. Personne ne pouvait y croire. Et surtout, aucun journal n'y a cru. Pendant les 6 ou 8 premiers mois, le Washington Post était pratiquement le seul de toute la presse à en parler, malgré le fait que nous tenions déjà Nixon à la gorge. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'affaire du Watergate, je ne l'ai pas prise au sérieux. On m'avait dit de ne pas prendre cette histoire au sérieux. Puis ça a commencé à prendre de l'ampleur de plus en plus. Mais je n'ai compris que ça allait être une crise majeure qu'en mars 1973, pratiquement un an plus tard. Kissinger soutenait Nixon, malgré les preuves qui s'accumulaient. Il a refusé d'y croire. Longtemps, beaucoup trop longtemps. Tous ceux qui étaient à la Maison-Blanche à ce moment-là se rendaient compte que quelque chose s'était brisé. Je ne crois pas que Nixon se soit jamais confié à Kissinger, sauf dans les derniers jours. Ça a pu m'échapper, mais je ne le pense pas. Nixon racontait à ses propres conseillers, y compris Kissinger, les mêmes histoires qu'il racontait en public. Que tout ça n'était que des accusations mensongères. Il ne nous disait rien de plus. C'était terriblement déprimant de travailler à la Maison-Blanche et de voir tout s'effondrer. Sentir les fondations s'écrouler sous nos pieds. Je n'ai rien su avant qu'il soit trop tard. Le président Nixon m'a rassuré, puis assuré qu'il n'avait strictement rien à voir dans cette opération. En plein Watergate, Nixon nomme Gerald Ford vice-président des États-Unis. Il remplace Spiro Agnew, qui, accusé de fraude fiscale, vient de démissionner. Il m'a répété à plusieurs reprises, « Jerry, je ne peux pas être impliqué dans le Watergate. » Il niait complètement avoir une quelconque relation avec cette histoire, et je l'ai cru. Nixon a perdu tout contrôle. C'est l'une des rares fois où les nerfs du président Nixon ont lâché. Il m'a demandé de faire disparaître le dossier de la CIA qui se trouvait au département de la justice et de laisser à la place une note disant « Enlevé à la demande de la CIA ». Ce qui aurait permis de tout mettre sur le dos de la CIA dans l'affaire du Watergate. J'ai refusé de le faire, et on ne m'a plus rien demandé par la suite. Dès qu'on a su que les cambrioleurs travaillaient pour la CIA et que l'argent qu'ils avaient sur eux leur avait été donné par le comité de réélection du président, j'ai compris que cette histoire était extrêmement grave. Et lorsque nous avons appris que tout avait été enregistré, nous avons alors réalisé que nous allions assister à un dénouement extraordinaire. Je suis allé voir Nixon et je lui ai dit « Monsieur le Président, nous avons un problème ». Nixon demande à Richard Helms de faire pression sur le FBI pour que l'enquête sur le cambriolage du Watergate soit abandonnée.
Le président avait donné des ordres pour tenter de convaincre le directeur du FBI de mettre fin à son enquête. C'est cette démarche, tentative d'obstruction de la justice, qui a précipité la démission de Nixon de son poste de président des États-Unis. Il avait donné des ordres pour user de l'autorité du gouvernement, pour tout bloquer, alors qu'il était censé être le garant de l'application des lois dans notre pays. C'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas survivre. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se produire, que des gens avaient tenté d'entraver la justice. Tous ces mensonges à propos du Watergate, ces dissimulations étaient totalement inutiles. Ce n'était pas seulement illégal, politiquement c'était stupide. Nixon s'est suicidé. Il a commis dès le début une erreur qui lui a été fatale, vouloir tout nier. Et peu à peu, ça ressemblait à une tragédie grecque. Ça ne pouvait finir que comme ça. J'ai fait un discours en public appelant à la réconciliation nationale. Un des avocats de Nixon est venu me voir le lendemain et m'a dit « Vous êtes devenu fou. Cette histoire va devenir le plus grand scandale que ce pays ait jamais connu. » J'ai alors commencé à croire qu'effectivement, Nixon allait devoir partir. Il a téléphoné à Henry le dernier soir. Ils se sont vus à la Maison-Blanche, ils ont eu une longue conversation, mais je ne pense pas qu'ils en aient parlé avant. Je suis allé dans le bureau du président et je lui ai dit que, quelle qu'ait été ma position en public, le moment était venu pour lui d'envisager sérieusement de tout arrêter. Et le président a décroché le téléphone, m'a regardé et m'a dit « Al, je viens de perdre la présidence. » In a few moments, President Richard Nixon will address the American people, probably for the last time, as President of the United States. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Nous n'avions pas de caractère d'imprimerie assez grand. Nous avons pris les plus gros et nous les avons agrandis, jusqu'à ce qu'ils couvrent toute la largeur de la une. Nixon démissionne. Ford accède à la présidence. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le principal responsable du pays n'a été élu ni au poste de vice-président, ni à celui de président. Comme Truman ou Johnson, Ford devient à son tour un président par hasard, celui qui ne doit son poste qu'à la disparition soudaine du président. Mais contrairement à eux, il n'est pas là pour promettre la continuité. Le long cauchemar est terminé, dira Gerald Ford dans son premier discours. Il est surnommé par la presse Mr. Clean, Monsieur Propre. C'est sa principale qualité. Mais il est impossible d'échapper à la question que se posent tous les Américains. En dépit de son intégrité, Gerald Ford a-t-il l'étoffe d'un homme d'État? Si Nixon l'a choisi comme vice-président en plein Watergate, c'était uniquement pour se prémunir contre une procédure de destitution. Le Congrès n'oserait jamais, estimait Nixon, le pousser à la démission en prenant le risque de mettre à la tête des États-Unis
un homme aussi insignifiant que Gerald Ford. C'était incroyable, tout simplement stupéfiant. Le capital de confiance avait disparu du pays. Le président Ford a dû faire face à une situation extrêmement difficile. Ford était l'Américain type, un Américain du Middle West. Il n'était rien de plus que ce qu'on voyait de lui. Beaucoup moins compliqué que Nixon. D'un autre côté, il était beaucoup plus intelligent qu'on ne l'a dit. Il trouvait que le gouvernement des États-Unis ressemblait à un avion en vol et que nous venions de changer de pilote à 10 000 mètres d'altitude. Le moment était mal choisi pour renouveler également l'équipage. Il a donc décidé de garder le même gouvernement. Il était comme Harry Truman. Il avait le courage de prendre certaines décisions, il comprenait les dossiers. Et il n'a pas hésité à s'entourer de fortes personnalités. Mais l'ombre de Richard Nixon plane encore sur la Maison-Blanche. Ford, qui n'a jamais voulu prendre ses distances avec lui pendant le Watergate, ne sait comment se débarrasser de ce cadavre encombrant. La mise en accusation de Nixon est en cours et paralyse le nouveau président. C'était comme d'être sur un voilier sans le moindre souffle de vent. On manœuvre la barre d'avant, en arrière, et rien ne se passe. On ne va nulle part, on ne bouge pas, on reste juste sur place. Et je lui ai dit, le gouvernement Ford ne peut pas se contenter de ne rien faire, à part régler les déboires juridiques de Nixon. Il m'a demandé mon avis 2 semaines avant de le faire. Je lui ai dit que j'étais convaincu que Nixon devait être pardonné. Je trouvais que le spectacle d'un président américain traîné devant une cour de justice serait insupportable. Gerald Ford accorde le pardon présidentiel à Nixon, mettant fin à toute procédure. C'est un geste qui va lui coûter cher. I, Gerald R. Ford, President of the United States, have granted a full, free, and absolute pardon unto Richard Nixon. Il a accordé le pardon au président Nixon sans la moindre coordination avec nous. Ça a été une surprise totale quand on l'a appris. Le pardon accordé par le président Ford dès son investiture ne m'a pas choqué. J'étais un de ceux qui lui avaient conseillé de le faire, mais c'est un geste qui lui a énormément coûté politiquement. Nixon avait dit à Ford la veille de sa démission ne garder qu'un seul homme, Kissinger. Ford décide de conserver la totalité du gouvernement. Il laisse Kissinger, devenu secrétaire d'État en plus de son poste au NSC, mener la même politique que sous Nixon. Mais les habituelles rivalités opposant Kissinger à Schlesinger affectent l'efficacité du gouvernement. On a l'impression que Nixon est seulement en congé sabbatique et que Ford et son équipe gèrent les affaires courantes. Le seul nouveau venu est Donald Rumsfeld, son principal conseiller. Il nous a annoncé qu'il serait le centre d'une roue dont nous serions les rayons, tout devait converger vers lui. Et donc il y a eu inévitablement une période pendant laquelle on essayait de comprendre qui faisait quoi et quand. Il n'y avait pas de désaccord, juste une sorte de spectacle permanent. Lors des rencontres au sommet à l'étranger, on appelle Gerald Ford l'homme qui accompagne Kissinger. Écrasé par un Kissinger de plus en plus envahissant, Ford décide de lui retirer un des 2 postes clés qu'il occupe. Il lui laisse le secrétariat d'État mais l'exclut du NSC. Si vous êtes le principal conseiller du président et que vous avez survécu, cela signifie que vous n'aviez pas de profond désaccord avec lui. C'était étrange. Kissinger avait à sa disposition tout le département d'État et un accès privilégié au président, lié à sa fonction de conseiller à la sécurité nationale. Parfois, en tant que secrétaire d'État, il envoyait des notes au conseiller à la sécurité nationale, c'est-à-dire à lui, puis il venait en faire la critique dans son rôle de conseiller à la sécurité nationale. Le résultat était assez bizarre. Ça réduisait les relations entre le président et les autres membres du gouvernement. Je pense que ce n'était pas de cette façon qu'on pouvait gouverner un pays. La description faite par les gens du Pentagone n'est qu'une accumulation de contre-vérités. Je me souviens que Ford nous a demandé, à Kissinger et à moi, de nous asseoir sur le canapé. Et il nous a dit « J'ai décidé de faire quelques changements au gouvernement. Je veux que vous soyez secrétaire à la Défense, et vous, Henry, je ne veux plus que vous soyez conseiller à la Sécurité nationale. Je vais nommer George Bush à ce poste, et un tel à un autre. »
Et je lui ai dit, écoutez, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez, mais je pense qu'il est trop tard. Vous auriez dû le faire il y a 1 an et je pense que vous faites une erreur. En 1976, Ford se lance dans la course au présidentiel, mais sa cote de popularité est en chute libre. Durant sa campagne électorale, il fera quelques gaffes mémorables, déclarant « Il n'y a pas de domination soviétique en Europe de l'Est ». Dans une Amérique encore profondément blessée par la guerre du Vietnam, il affirme « En ce qui concerne les États-Unis, la guerre est terminée ». Il entérinera la chute de Saïgon, puis la mise en pièces des accords de Paris, abandonnant non seulement le Vietnam, mais aussi le Cambodge, tombé aux mains des Khmers rouges, avant d'être largement battu aux élections par un quasi-inconnu, Jimmy Carter. Ford entrera dans les manuels d'histoire comme une parenthèse, la transition Ford. Lorsque Jimmy Carter dévoila publiquement ses ambitions présidentielles, le New York Times annonça la nouvelle en 7 lignes, page 18, sous le titre « Jimmy Woo, Jimmy Key », signe de son absence de notoriété. C'était une élection inexplicable, due sans doute à l'ambiance qui régnait dans le pays. Il était nouveau, les gens étaient fascinés par cet inconnu surgi de nulle part. C'était un accident, dû en grande partie au malaise que les Américains ressentaient vis-à-vis des années Nixon. Il y avait eu aussi le pardon de Ford. C'était un planteur de cacahuètes devenu gouverneur d'un petit coin perdu. Il n'avait certainement pas les compétences pour être président. Et avec tout le respect que je lui dois, ça a été une présidence ratée. Jimmy Carter était plus qu'un président par accident. Jimmy Carter était l'homme de nulle part. Il avait fait toute sa campagne avec un seul slogan « Je suis un homme honnête », ce qui à l'époque avait un certain attrait. Les gens le trouvaient trop ordinaire. Il ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde. Les Américains veulent que leur président soit, en quelque sorte, une personne plus élevée, plus digne. Jimmy Carter pouvait mettre ses vieux habits de fermier et venir s'asseoir et discuter avec vous. Les Américains veulent que leur président soit hors norme. Et Jimmy Carter était résolument normal. Et en plus, il avait l'accent du Sud et certaines personnes ne supportent pas les accents, ils trouvent ça trivial. C'était quelqu'un qui, pour apprendre l'espagnol, lisait la Bible en espagnol. Il pouvait ainsi faire 2 choses à la fois, lire la Bible et apprendre l'espagnol. Il croyait que les préceptes du christianisme et la fréquentation du catéchisme le dimanche seraient suffisants pour rendre le monde meilleur. Le monde est laid et cruel à l'extérieur. Il était déjà trop tard quand il a compris que ce serait insuffisant. I think very good. And the base quarters where my family live is completely adequate. And I want to thank all of you who serve with me for giving me a chance along with other Americans. I'll do the best I can, not ever to disappoint you. Thank you very much. Harold Brown, directeur de l'US Air Force pendant la guerre du Vietnam, s'installe au Pentagone. Carter crée la surprise en gardant quelques hommes de l'équipe Nixon, James Schlesinger par exemple. William Quandt reste au NSC chargé du département Proche-Orient. Tout comme Nixon, Carter place à la tête du Conseil de sécurité nationale un brillant professeur d'université, Zbigniew Brzezinski, qui devient son principal conseiller. Carter ne doit pas être défini d'une façon simpliste. Il était comme président un idéaliste. Je comprenais sa vision des choses et sa passion. Mais je savais que nous allions devoir affronter des choses violentes et difficiles dans ce monde. Kissinger était son modèle. Pour lui, obtenir ce poste à la Maison-Blanche était la réalisation d'un rêve. Il se voyait jouant le même rôle que celui que Kissinger avait tenu. Et c'est aussi pour ça que je pouvais travailler si étroitement avec lui. Et la raison pour laquelle il me tolérait, même si j'allais souvent le voir pour discuter et m'opposer à lui, une seule fois il m'a envoyé une note qui disait « Zbig, vous ne savez pas quand vous arrêtez ». Le lendemain de la prise de fonction de Carter, Brzezinski arrive au Conseil des ministres avec un énorme dossier préparé par ses experts du NSC. La liste complète des nouvelles priorités de la politique étrangère des États-Unis.
Le document que j'ai présenté au président faisait environ 20 ou 30 pages, pas plus. C'était un essai pour donner au président une idée de ce que devaient être ses objectifs stratégiques. On n'a jamais su quelles étaient ces 200 actions prioritaires. Avec un peu de chance, on aurait pu en appliquer une, mais tout ça a été oublié très rapidement. Le nouveau secrétaire d'État, Cyrus Vance, sera à son tour paralysé par un directeur du NSC qui s'attribue la direction de la politique étrangère des États-Unis. La Maison-Blanche est à nouveau le théâtre de rivalité. Je ne pense pas avoir donné l'impression d'avoir pris en main la politique étrangère des États-Unis. C'est la presse qui a voulu donner cette impression. J'avais des relations proches avec le président et cela me donnait une influence assez particulière. Surtout pour donner plus de perspective au président sur l'état du monde. Ils voyaient les choses différemment. Et lorsque Carter a été confronté à ce genre de différence, il avait du mal à se faire sa propre opinion. Quand on lui fournissait trop de points de vue différents, il avait tendance à renoncer. Le rôle du Conseil de sécurité nationale n'est pas officiellement établi. Il n'a pas un statut particulier. Il est totalement dépendant du rôle que le président choisit d'assumer dans le domaine de la politique étrangère. Fin 79, les Soviétiques envahissent l'Afghanistan. Une occasion pour eux de tester la détermination et le niveau de crédibilité du président. C'était une tentative plutôt délibérée de tester l'administration Carter. J'ai remis au président un mémorandum qui disait « Nous avons maintenant la possibilité de donner à l'Union soviétique son Vietnam ». Mais Carter ne saisit pas cette opportunité unique. Laisser les Russes s'enliser en Afghanistan. Ses préoccupations sont ailleurs, au Proche-Orient, où Israéliens et Égyptiens appliquent sur le terrain ce qui restera le moment fort de sa présidence, les accords de Camp David. La faiblesse intellectuelle de Carter était sa tendance à dire « Nous avons un problème au Moyen-Orient, nous avons un problème avec la Chine, nous avons un problème avec les Russes, nous avons un problème de contrôle des armes ou d'énergie, et je veux une solution pour chacun d'entre eux. » C'était souvent la façon dont il présentait les choses. Il disait « J'ai 5 dossiers et je veux que mes assistants m'apportent 5 réponses. » Et quand vous lui disiez « Si vous faites ceci avec la Chine, vous ne pouvez pas faire cela avec la Russie », il répondait « Non, 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 on fera les deux. Vous avez tort. Les deux à la fois. » Carter continue à soutenir et armer le Shah d'Iran. Le 1er janvier 1979, il fête le Nouvel An à Téhéran, malgré les mises en garde de la CIA. Il écrit dans son journal « Le Shah va gagner la partie de bras de fer contre ces quelques fanatiques religieux. » En février, la révolution chiite iranienne renverse le Shah d'Iran. Ce qu'il a dit dans son discours du Nouvel An à propos du Shah, qu'il était un îlot de stabilité dans un océan de chaos, était avant tout ce que beaucoup de personnes croyaient, y compris le Shah lui-même, et de nombreux Américains censés être des experts de l'Iran. Nous nous sommes tous trompés. Nous n'avons pas suffisamment pris au sérieux le phénomène Khomeini. J'ignore quand Carter a écrit ces mots. Franchement, je ne m'en souviens pas, mais la date a son importance. J'ignore de combien il précède la chute du Shah. Il n'est pas exact non plus de dire qu'il a armé le Shah. Les États-Unis ont fourni des armes au Shah tout au long des années 60 et 70, et Carter n'a fait que poursuivre cette politique. Je crois qu'aucun d'entre nous savait ce qui pouvait être fait en ce qui concerne l'Iran. C'est ce qui a été son gros échec. Nous étions tous pratiquement ignorants, la CIA, la Maison-Blanche, le département d'État et tout le monde, de ce qu'était le mouvement islamique. Et Carter ne savait pas quelle direction prendre. C'est uniquement à cause de moi que le président a sous-estimé la faiblesse du Shah. Je ne vois pas à quel moment nous aurions pu sauver le Shah. C'était un homme qui était déterminé à détruire son propre régime. Juste avant la fin, il y a eu l'éventualité d'essayer de renverser le Shah et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Brzezinski voulait fomenter un coup d'État militaire et Vance voulait rester à l'écart, laisser l'histoire s'écrire d'elle-même, mais il était déjà trop tard. Nations have created international laws, among them rules providing for safety of their diplomatic missions abroad. Demonstrators invaded the American embassy in Tehran in violation of international law. En réaction contre l'arrivée sur le sol américain du Shah d'Iran, toujours en exil, l'ambassade des États-Unis à Téhéran a été occupée.
et tout le personnel, une soixantaine d'Américains, pris en otage. Cette longue prise d'otage va paralyser l'administration Carter. Brzezinski est pour une action militaire, Cyrus Vance, au contraire, reste persuadé qu'elle est vouée à l'échec. Carter hésite, puis après 6 mois de réflexion, donne son accord pour une opération de commando. Mais la tentative de sauvetage des otages en avril 80 est un désastre. Le moment le plus dur sur le plan personnel a été l'échec de la mission de sauvetage pour libérer les diplomates américains détenus à terre. Vance pensait que c'était une mauvaise idée, mais il a eu l'élégance de ne pas démissionner avant l'opération, pour ne pas la compromettre. On lui aurait reproché d'avoir tout désorganisé. Mais une fois la mission de sauvetage terminée, et bien que ce fût un échec, il a démissionné. La plupart des pressions pour tenter une opération venaient de Zbigniew Brzezinski. Il était négatif et poussait à l'action. Dans ce cas particulier, tout était décuplé par les points de vue complètement différents de Vance et Brzezinski. J'ai été assez surpris que Carter en ait accepté l'idée. Mais il a dû comprendre que si l'opération réussissait, il serait devenu un héros. Il devait se dire, les gens pensent que je suis faible, que je suis incapable de faire ça. Si ça marche, tout va changer. Zbig n'aimait pas entrer dans les détails. Nous avions discuté de ce que nous pourrions faire. Puis nous avons essayé de sauver les otages. Mais l'opération a échoué. Nous aurions dû nous y prendre différemment. Le problème majeur, c'est que nous avions les navires et les hélicoptères de la marine, les moyens de transport de l'armée de l'air, les forces spéciales de l'armée de terre, et chaque service voulait participer à l'action, avoir une part du gâteau. C'est l'unique raison. Je pense qu'il y a eu trop de négociations pour savoir quelle unité allait participer. D'autre part, nous aurions dû prendre le risque de compromettre le secret de l'entraînement et de l'opération. Brzezinski était celui qui voulait que l'opération ait lieu. Mais elle avait été planifiée de telle sorte qu'il n'y avait aucune place pour une erreur. Richard Helms, ancien directeur de la CIA, avait été ambassadeur des États-Unis en Iran jusqu'en 1976. Il connaissait l'Iran mieux que personne, y compris le lieu où étaient détenus les otages américains, ainsi que l'endroit choisi pour y faire débarquer les commandos chargés de libérer les prisonniers. Mais personne à Washington ne jugea nécessaire de le consulter. Quand j'ai appris que l'opération avait eu lieu, je me suis demandé comment ils avaient espéré la garder secrète. J'ai tout de suite pensé que quelque chose n'avait pas été fait dans les normes, mais je n'ai jamais cherché à savoir qui l'avait planifié. Je suis resté en dehors. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment les critiquer à propos de la crise des otages. C'était une opération ultra secrète. Helms est excellent pour garder un secret, mais après tout, il est aussi du Parti républicain. Il aurait été impossible de persuader Carter ou Brzezinski d'en parler à quelqu'un d'autre. Ils n'en ont même pas parlé aux membres de leur propre gouvernement. C'était quelque chose d'absolument secret. Sans l'ombre d'un doute, l'Iran a été l'un de nos 2 principaux échecs, surtout au moment où ça s'est produit. Politiquement, ça n'a fait qu'accélérer la défaite de Carter aux élections. Ça a vraiment été le moment le plus déprimant. Et bien entendu, c'était juste au moment où la campagne pour sa réélection débutait, et Carter était au plus bas. Ça a été une année difficile, une année très difficile à tous les niveaux. Au niveau personnel pour le président et pour tous ceux qui travaillaient à ses côtés, moi compris. Toute l'affaire des otages en Iran avait laissé le sentiment d'un président qui avait été incapable de résoudre cette crise. Robert McFarlane, conseiller du candidat Ronald Reagan, est contacté par un inconnu qui lui propose de retarder la libération des otages afin de ruiner les chances d'être élu de Carter et d'aider ainsi à la victoire de Reagan. Juste avant l'élection de Reagan, un Iranien se disant intermédiaire est venu me voir et m'a fait comprendre que le gouvernement iranien était prêt à parler d'une éventuelle libération des otages. On avait dû faire passer le message aux Iraniens. L'équipe Reagan serait prête à négocier avec eux dans des conditions différentes s'ils voulaient bien ne pas libérer les otages avant les élections. Il y a bien eu des négociations secrètes, mais elles n'ont pas été menées par Ronald Reagan ou son futur gouvernement.
Elles furent conduites par Warren Christopher, il me semble. Il y a plusieurs raisons de croire que ce n'était pas un hasard. Il y avait eu des contacts entre l'équipe de Reagan et les Iraniens. C'est clair. Les négociations étaient pratiquement finies, mais les mollahs iraniens ne voulaient pas que la libération ait lieu pendant que le président Carter exerçait ses fonctions. Elle a donc eu lieu une demi-heure après qu'il ait quitté la Maison-Blanche. J'étais avec le président au Capitole au moment où il allait prêter serment. Et juste avant qu'il ne fasse son discours, nous avons appris que les otages venaient d'être libérés. Some 30 minutes ago, the planes bearing our prisoners left Iranian airspace and are now free of Iran. Il serait naïf de croire qu'il n'y avait aucun élément politique dans le minutage de cette opération, de croire qu'il ne s'agissait que d'une pure coïncidence. Vous connaissez sûrement cette histoire étonnante. Au moment où l'avion des otages quittait l'Iran, un autre avion décollait d'Israël avec des armes destinées aux Iraniens. Ils se sont croisés au-dessus de l'Iran. L'avion des otages quittait Téhéran le 20 janvier 1981 et un avion s'envolait d'Israël avec à son bord du matériel militaire américain. Ce n'était pas une coïncidence. Welcome home. We know that you were lonely during that dreadful period of captivity, but you were never alone. We need you, and believe me, you are special to us. Quelques mois plus tard, Laurence Stern du Washington Post révélera que l'administration Reagan avait, en plus des armes, versé 3 milliards de dollars aux ravisseurs iraniens. En janvier 1981, Ronald Reagan s'installe à la Maison-Blanche. Il proclame l'Amérique de retour. L'élection de l'ancien acteur est présentée comme le triomphe de Hollywood, un cow-boy à la tête de la première puissance. Reagan déclara en campagne que la guerre du Vietnam avait été inutilement perdue et que le Watergate n'était qu'une création des médias. En Europe, on se demande si Reagan a le coefficient intellectuel minimum requis pour exercer une pareille fonction. Le nouveau président, dont les connaissances en politique étrangère sont plutôt limitées, est un adepte du Kitchen Cabinet, un petit groupe informel de conseillers qui se réunit dans les cuisines de la Maison-Blanche. James Baker en fait partie avant de devenir son chef d'état-major puis son ministre. Alexander Haig, qui a survécu à 6 administrations différentes, est nommé aux affaires étrangères. Robert McFarlane, ancien commandant des Marines, entre au Conseil de sécurité nationale comme chargé des affaires militaires et spécialiste des missions dites délicates. Richard Perle, expert en stratégie nucléaire, est nommé secrétaire adjoint pour la politique étrangère. Il a été personnellement choisi par Caspar Weinberger, le nouveau secrétaire à la Défense qu'il rejoint au Pentagone. Les gens me demandaient comment est-il en réalité, exactement tel que vous le voyez. Le président Reagan n'avait qu'un visage. C'était un homme simple, au sens où il avait certaines convictions, certains principes auxquels il croyait profondément. Mais ce n'était pas quelqu'un de pointilleux. Carter, lui, était pointilleux. En regardant une peinture de Seurat, Carter n'aurait vu que les points. Devant la même toile, Reagan aurait vu le tableau. Il était d'une totale candeur. Ronald Reagan n'était rien d'autre que ce qu'on voyait de lui. Mais il n'avait rien non plus d'un doux crétin, comme quelqu'un l'a dit une fois. Ronald Reagan n'était pas un puits de science en matière de politique étrangère. Et il aurait d'ailleurs été le premier à le reconnaître. Ce n'était pas un stratège. Il comptait sur les autres pour le conseiller sur la manière de réaliser les objectifs qu'il s'était fixés.
Il s'était entouré de personnes qui possédaient les connaissances nécessaires. De nombreux mythes se sont forgés à propos du président et de la maladie dont il souffre actuellement. Il ne présentait aucun signe de cette maladie lorsqu'il était président. Ronald Reagan n'aimait pas les conseils ministériels. La seule fois où nous nous sommes réunis, c'était pour une séance de photos afin que les gens sachent qu'il y avait un gouvernement. La Maison-Blanche est toujours un panier de crabes. Les gens s'y montrent agressifs, arrivistes. Certains sont rusés, d'autres ne le sont pas. Certains connaissent leurs responsabilités, d'autres pas. Certains ont un tempérament agressif, d'autres moins. Faire partie du cercle fermé de la Maison-Blanche procure bien plus de pouvoir qu'on ne l'imagine. Un pouvoir que beaucoup défendent d'ailleurs très jalousement. La Maison-Blanche attire des personnalités d'une ambition phénoménale. Les hommes et les femmes qui travaillent là sont en général extrêmement ambitieux. Il serait surprenant d'arriver à réunir un cabinet dont tous les membres se tiendraient les coudes et ne manifesteraient ni intérêt ni ambition à titre personnel. Nous avons eu des problèmes parce que l'équipe avait, selon moi, trop d'autorité. Et le président pas assez. En tout cas, pas dans la gestion des affaires au jour le jour. Ce qui veut dire que M. Weinberger pouvait se mêler des affaires étrangères et le général Haig des affaires du département de la Défense. Ce n'est pas une bonne chose. Il y avait tout le temps des conflits que Haig ne cherchait généralement pas à résoudre de façon diplomatique. Étant donné les tensions habituelles entre ces deux départements, j'estime que nous avions d'assez bons rapports. Ainsi, nous prenions le petit déjeuner ensemble une fois par semaine, en tête-à-tête, seuls. Personne n'était admis dans la pièce, en dehors de Cap Weinberger et de moi-même, et de nos propres goûteurs, pour vérifier que la nourriture n'était pas empoisonnée. Il était d'une agressivité excessive, ce qui n'est pas la meilleure façon d'agir avec le président. Je me souviens de réunions au cours desquelles le président exprimait son point de vue et prenait une décision à l'issue d'une longue discussion, et où le secrétaire d'État Haig disait « Mais, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire ça. » Le soutien le plus important de Ronald Reagan était Nancy. C'était elle plus que quiconque qui arrivait à le convaincre de ce qui était juste ou ne l'était pas, et quelles devaient être ses priorités. Avant de faire quoi que ce soit, il réfléchissait longuement et en discutait avec Nancy. Elle avait une énorme influence sur lui. Elle avait de l'influence, certainement. Ils formaient un couple très amoureux. Elle pouvait le voir quand elle le voulait, et je pense qu'il respectait ses opinions. Elle ne s'intéressait qu'à son mari et aux intérêts de celui-ci, tels qu'elle les entendait. Je ne connais aucun président de notre histoire qui ait été mieux armé que Ronald Reagan avec Nancy à ses côtés. Nancy Reagan, la femme du président, va très vite se faire une place au sein de ce cabinet. James Baker lui ouvre toutes les portes, tous les dossiers. Nancy, qui est au cœur de toutes les intrigues, va en réalité co-diriger le pays avec son mari. Laissez-moi dire ceci à propos de Nancy Reagan. Parfois, l'autorité qu'elle exerçait me dérangeait. Non pas parce que c'était Nancy Reagan, mais parce qu'elle était influencée par Baker, qui avait un très fort ascendant sur elle. Elle jouissait d'un pouvoir très supérieur à la normale. Comme j'étais quelqu'un d'irritable et plutôt individualiste, Mme Reagan et Jim Baker ont tout fait pour se débarrasser de moi.
Elle était dans une position idéale pour savoir tout ce qui se passait. Elle avait libre accès partout, elle avait ses gens à elle, sa propre équipe, et personne n'aurait osé refuser de tout lui raconter. Je n'avais jamais vu sous aucun président des États-Unis l'état-major de la Maison-Blanche accepter qu'en Conseil des ministres, ceux que l'on appelait le triumvirat viennent s'asseoir autour de la table afin de décider de l'ordre du jour du gouvernement. Le 30 mars 1981, les Américains croient revivre le cauchemar de l'attentat contre Kennedy. Un déséquilibré a tiré sur le président Reagan. Le vice-président Bush est en vacances et injoignable. Le secrétaire d'État Haig s'est présenté devant la presse pour annoncer qu'il prenait le pays en main, ce qui a été perçu comme une autopromotion plutôt égocentrique. Ce qui m'inquiétait surtout chez Haig, c'était qu'il s'est pris pour le président des États-Unis. Oh oui, je crois que oui. Il avait sûrement de très bonnes intentions. Je pense qu'il a senti qu'il y avait là une situation pour le moins chaotique, que le peuple avait l'impression que personne ne dirigeait le pays et que tout était laissé en suspens. Son état-major, l'état-major de la Maison-Blanche, devait combler ce vide. Il était indispensable de faire savoir au peuple américain que nous avions un gouvernement en état de marche. Je n'ai jamais dit que je prenais les commandes du pays, mais que j'étais à la tête du gouvernement. Monsieur Haig semblait avoir oublié que si le président meurt, c'est le vice-président qui prend tout naturellement sa place. Et si le président s'était retrouvé dans l'incapacité totale de prendre des décisions, le vice-président serait resté aux commandes. Je pense que c'était l'expression d'un égo démesuré, dans la mesure où il a sans doute cru être le seul à pouvoir diriger le pays dans un moment de crise. Vous savez, à la guerre, l'ennemi est toujours face à vous et on ne meurt qu'une seule fois. En politique, il y a des ennemis de tous les côtés et on meurt chaque matin. Une fois que Haig avait pris une décision, il n'y avait plus de discussion possible. Il était d'une rigidité inflexible. Les présidents sont en général à même de juger qui ils veulent garder et qui ils sont prêts à laisser partir. Le président s'en est accommodé un certain temps, mais leurs rapports ont fini par être si tendus que la démission de Haig est devenue inévitable. Ce n'était plus qu'une question de temps. Monsieur Reagan était incapable de renvoyer qui que ce soit. Il lui fallait trouver quelqu'un pour le faire. C'était un homme très courtois. Je suis allé voir le président pour lui dire que je n'en pouvais plus et qu'il ferait mieux de choisir un autre secrétaire d'État, qu'il valait mieux que je parte. Avec le recul, je crois que j'ai eu raison de le faire. Et M. Schultz est entré en scène. Je n'étais pas particulièrement candidat au poste. J'avais aidé le président Reagan pendant sa campagne et à l'époque je menais une vie merveilleuse en Californie. J'avais déjà été ministre à 3 postes différents et je n'avais aucune envie de retourner à Washington. George, welcome to the team. I am with friends and it's a family affair. And it gives me a certain sense of both humility, but also a sense of support. I thank you very much. There was a lot of tension surrounding Haig's tenure. Les tensions qui étaient très fortes à l'époque où Haig était secrétaire d'État ont brusquement disparu. Tout le monde s'est mis à travailler ensemble avec un vrai esprit d'équipe. Le contraste entre Haig et Schultz était étonnant. Durant toute la période où j'étais au gouvernement, M. Weinberger et M. Schultz étaient pratiquement toujours en désaccord, et mon unique travail consistait à tenter d'établir un peu d'harmonie entre deux. Au Liban, un attentat par un camion suicide contre le quartier général des forces américaines fait 230 victimes. À la suite d'un second attentat meurtrier contre des soldats américains basés en Allemagne, George Schultz propose une action militaire contre les États qui soutiennent les terroristes. Mais Weinberger s'y oppose. Nous avions des preuves irréfutables du soutien apporté aux terroristes par les services secrets libyens. En tant que secrétaire d'État, j'étais un fervent partisan de l'utilisation de nos forces armées. Mais au Pentagone, certains avaient une opinion différente.
Le département d'État estimait que l'envoi d'un bataillon de troupes américaines aurait un effet magique et instantané, mais il fallait trouver un objectif pour nos soldats. Quelqu'un a dit « Les troupes américaines vont occuper l'aéroport », ce à quoi j'ai objecté « Mais pour y faire quoi? Pour l'occuper, c'est tout ». J'étais entièrement d'accord avec le fait que nous devions prendre des mesures de représailles, mais pas juste pour épater la galerie. Le département de la Défense ne voulait pas utiliser ses forces militaires. J'avais une position plus agressive sur ce qu'il convenait de faire face au terrorisme. Et nous avions donc de grandes divergences à ce sujet. La possibilité d'utiliser notre force militaire était au point mort, paralysée, à cause des désaccords entre le secrétaire Weinberger et le secrétaire Shultz. J'étais contre et j'ai fait part du point de vue de Weinberger au président Reagan, qui lui était fermement convaincu que nous devions répondre. Selon Bob Woodward, le journaliste qui a fait tomber Nixon, Weinberger refuse d'exécuter l'ordre de représailles que Reagan lui a donné après les attentats anti-américains. C'est faux, c'est totalement faux. Je n'ai jamais refusé un ordre du président Reagan. Je lui ai exposé mes opinions et j'en débattais avec lui. Mais si le président décidait de faire quelque chose, nous le faisions. Les choses étaient simples. Il avait été élu président, moi pas. La décision de bombarder la Libye a été prise par Ronald Reagan. Aucune décision de cette importance n'aurait été prise par qui que ce soit d'autre que le président. C'est donc Reagan qui a personnellement dirigé cette opération. At 7 o'clock this evening, Eastern Time, air and naval forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities, and military assets that support Muammar Gaddafi's subversive activities. The attacks were concentrated and carefully targeted to minimize casualties among the Libyan people, with whom we have no quarrel. Les tonnes de bombes déversées sur le quartier général de Kadhafi à Tripoli n'étaient que la dernière partie de l'opération Tulip, une action secrète mise au point par les hauts responsables du Conseil de sécurité nationale visant à renverser Kadhafi. Une série de fuites en direction de la presse avait révélé que les États-Unis avaient mis au point un projet d'invasion de la Libye qui prévoyait de se débarrasser du colonel Kadhafi et d'offrir la moitié du territoire à l'Égypte. Ce projet fut abandonné parce qu'il fallait jeter 6 divisions et 90 000 soldats américains dans la bataille. Ce n'était pas le Pentagone, c'était M. McFarlane. Il était encore en train d'essayer d'obtenir le soutien de l'Égypte pour attaquer la Libye. Et j'ai une nouvelle fois émis plusieurs objections en affirmant que c'était absurde et que cela détruirait les bonnes relations que nous avions avec l'Égypte, qui de toute façon refuserait. Cela ne servirait qu'à encourager Kadhafi et tous les autres. Je me suis immédiatement opposé à une pareille absurdité. J'ai proposé de me rendre au Caire pour demander son avis au président Sadat, qui en savait beaucoup plus que nous sur la Libye. Malheureusement, il a été assassiné à l'automne 1981. En décembre 1985, une directive présidentielle est secrètement signée. Elle prévoit que tous ceux qui ont accès aux informations les plus secrètes peuvent être soumis au détecteur de mensonges lorsqu'une enquête l'exige. Pour mettre un terme aux fuites constantes, Reagan, qui utilise la CIA comme sa propre armée secrète, demande à William Webster de passer au détecteur de mensonges tous ses collaborateurs, y compris les ministres. Le secrétaire d'État George Shultz, qui refuse avec éclat, révèle toute l'affaire. Il y avait sans arrêt des fuites, et on a proposé de faire passer tout le monde au détecteur de mensonges. Dans pratiquement toute administration, il y a des fuites, ce dont tout le monde s'inquiète. Le président Kennedy a fait un jour une remarque intéressante. Il a dit « Le navire de l'État est le seul au monde à fuir par le haut ». J'avais l'habitude de recevoir des ordres délirants de Richard Nixon pour faire la même chose. Dans son propre gouvernement, les fuites étaient quotidiennes, du département d'État, de celui de la Défense ou même de l'état-major de la Maison-Blanche. Il voulait lui aussi soumettre tout le monde au détecteur de mensonges. C'est inhabituel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Et si vous le faites le lundi, mieux vaut ne pas recommencer le mardi. Vous devez comprendre la philosophie de la CIA.
La nôtre est de considérer que c'est l'un des instruments à utiliser. Il a donc été proposé par le directeur de la CIA d'utiliser le détecteur de mensonges. Je pense que le directeur du FBI et le secrétaire à la Défense en avaient accepté l'idée. Moi, j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Je trouvais que c'était une erreur et je m'y suis opposé. Je n'ai jamais refusé de passer au détecteur de mensonges. Je ne pensais pas que ça me déshonorerait. Et je ne voyais pas en quoi une personne n'ayant rien à cacher aurait dû s'en alarmer. Mais M. Schultz estimait que cela porterait atteinte à sa personne et s'est opposé à cette idée. Et j'ai dit que je passerais au détecteur de mensonges, mais une seule fois. Ce qui revenait à dire qu'ensuite je démissionnerais. Si le président ne me faisait pas confiance, je m'en irais. Il acceptait de s'y soumettre, mais aurait manifesté sa réprobation en démissionnant. Ça n'a pas été apprécié par les membres de la CIA et les autres. Mais je crois que de nombreuses personnes ont eu le sentiment que mon opinion était la bonne. George Shultz a le mérite d'avoir eu une position courageuse. Il a dit « je ne peux pas l'accepter. Je préfère démissionner plutôt que d'en approuver l'utilisation ». Et il a gagné. On n'en a plus entendu parler. Dès 1983, Ronald Reagan, fidèle à l'image qu'il se fait de l'URSS, dénonçait l'Union soviétique comme étant l'incarnation de l'empire du mal. En mars 1983, le président Reagan a fait un discours dans lequel il a décrit l'Union soviétique comme étant l'empire du mal. Je l'avais aidé à écrire ce discours. Il y avait d'épouvantables conflits autour des discours de Reagan. Aucun ne coulait de source. Il y avait des batailles entre le département d'État et celui de la Défense et l'état-major du Conseil national de sécurité. L'équipe de rédaction elle-même était divisée. Let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world. J'ignore qui a trouvé la formule empire du mal, peut-être bien Ronald Reagan lui-même. Pour lui, c'était l'empire du mal, et il l'a dit. Plusieurs rédacteurs de ses discours ont essayé 3 ou 4 fois de modifier cette formule, mais il y tenait et il l'a utilisée. C'est un bon exemple du pouvoir qui était le sien dans ce domaine, mais cela a horrifié de nombreuses personnes. Le département d'État appelait tous les diplomates et leur demandait de décrocher leur téléphone et de rassurer le Premier ministre britannique, le président français et d'autres dirigeants, de leur dire qu'il ne s'agissait que d'un petit débordement rhétorique et qu'il ne fallait nullement y voir l'expression d'une nouvelle politique d'agression. Ils s'efforçaient d'atténuer les propos du président car ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il avait dit. Le président Reagan soutenait activement la CIA et lui accordait des moyens importants pour qu'elle soit plus efficace. Il voulait voir la fin de l'Union soviétique. L'histoire de la CIA et de la guerre froide est celle d'une monumentale incompétence. Sur tous les points, ils se sont avérés s'être trompés encore et encore. Qu'il s'agisse de comprendre ce qui se passait en Union soviétique, les faiblesses et les déficiences du régime, ou tout particulièrement l'échec épouvantable de l'économie soviétique, sur toutes ces questions, les analyses de la CIA se sont révélées désastreuses. Ils ont systématiquement surestimé la puissance des Soviétiques à un niveau bien supérieur à ce qu'il était en réalité. En 1986, un hebdomadaire de Beyrouth révèle que les États-Unis vont livrer secrètement d'importantes quantités d'armes à l'Iran, en échange de la libération d'otages américains détenus au Liban. Le journal précise que Robert McFarlane du NSC a séjourné clandestinement dans un hôtel de Téhéran. Ainsi débute l'Iran Gate. Robert McFarlane est au centre de l'affaire. À l'abri des regards indiscrets, le NSC a toujours servi de cadre pour monter toutes sortes d'opérations illégales. Mais cette fois, c'est tout un aspect de la politique étrangère des États-Unis, la lutte contre le terrorisme,
qui risque d'être mise en pièces. La révélation rappelle l'époque du Watergate et ses dissimulations. Quand au début, Israël nous a soumis cette idée en juillet 1985, je suis allé tout raconter au secrétaire Schultz. Je lui ai dit que le Premier ministre israélien nous demandait de réfléchir à cette proposition. La première réaction de Schultz a été positive. Il m'a dit « Oui, je pense que nous devons prendre cela en considération, y réfléchir. » Quoi qu'il en soit, il a changé d'avis et, un mois plus tard, il y était opposé. Weinberger aussi était contre, et ils y sont restés opposés tout le temps. Toutefois, ils ont toujours été totalement informés. Le président connaissait leur opposition et il a tout de même décidé de continuer de l'avant. Le président s'est laissé convaincre trop facilement que ça pouvait marcher. Et bien entendu, ça n'a pas marché. Il faut dire que certains de ses assistants dans l'état-major du Conseil national de sécurité l'avaient persuadé que nous obtiendrions un réaménagement de nos relations avec l'Iran. Ce qui s'est révélé faux. Et il m'a semblé, quand j'en ai entendu parler, qu'ils avaient imaginé là un scénario très improbable. Sans doute, M. McFarlane se considérait capable de négocier avec les Iraniens. Il a pris le thé avec eux et s'est prêté à toutes sortes d'idioties de ce genre. J'ai dit qu'il s'agissait là d'une parfaite absurdité, aussi stupide qu'inviter Kadhafi à déjeuner à Washington. Le NSC tente de se couvrir et dépose le dossier de l'Iran Gate sur le bureau du secrétaire à la Défense Weinberger pour obtenir un accord de principe. Ils ont voulu que j'approuve le projet afin de pouvoir dire au président que tous ses conseillers avaient donné leur approbation, mais j'ai refusé. J'ai noté dans la marge que je trouvais l'idée désastreuse. Ils ont exclu tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et l'opération a continué à progresser, à faire son chemin, sans les contraintes et la surveillance habituelle qu'ils voulaient éviter. Ils ont opéré en secret et n'ont pas pris la peine de me consulter. Ils n'ont probablement pas plus demandé son avis à Schultz, parce qu'ils ne voulaient pas que qui que ce soit vienne contrarier leur programme. Nous avons découvert par la suite qu'ils avaient passé la consigne aux divers services de sécurité et de renseignement de ne pas me montrer certains documents. Et comme j'étais secrétaire à la Défense, ils ont essayé de garder le secret sur une opération à laquelle ils savaient que le secrétaire Schultz et moi-même nous serions opposés. Je pense tout simplement qu'ils avaient perdu tout contrôle, tout sens de la perspective en politique. Cela a débouché sur le seul véritable scandale qu'ait connu le gouvernement de Reagan. Lorsque les journalistes ont commencé à m'interroger, je leur ai expliqué quand tout cela avait eu lieu et j'en ai assumé la responsabilité. Mais à la Maison-Blanche, le petit cercle des conseillers du président niait encore que les otages avaient été échangés contre des armes. I would like to ask you, Mr. Secretary, do you plan to leave the administration this year? As to my own plans, I will be in the Pentagon at my job until I announce otherwise. It was, I think, a very Je pense que c'était une aventure ridicule. Les architectes de cette politique à la Maison-Blanche ne connaissaient rien à l'Iran. Ils ne connaissaient rien aux ayatollahs. C'est une évidence quand on voit l'amateurisme avec lequel ils ont mené cette opération. La seconde partie du marché semble insensée. En vendant au prix fort des armes à l'Iran, on obtenait à la fois la libération d'otages américains détenus au Liban et, grâce aux profits effectués, la possibilité de soutenir financièrement ceux qui, au Nicaragua, s'acharnaient à renverser le régime communiste au pouvoir. L'argent obtenu grâce à la vente d'armes à l'Iran a été détourné sur un compte en banque qui devait financer ce qu'on appelait les Contras, qui se battaient pour la liberté au Nicaragua. Nous étions chargés d'aider à installer la démocratie et les partis démocrates au Nicaragua, en apportant à certains d'entre eux un soutien financier, de manière à ce que le régime socialiste n'ait pas la main mise sur le processus électoral.
Notre Constitution interdit au pouvoir exécutif d'utiliser de l'argent si le Congrès ne l'a pas autorisé, ce qui était le cas. Il s'agissait donc d'une action illégale. À mon avis, les seuls à être au courant étaient McFarlane et North, ainsi que quelques personnes travaillant avec eux. C'est justement ce qui n'allait pas dans cette opération, c'est pourquoi on l'a qualifiée d'opération crapuleuse. J'ignore ce que le président savait. J'ignore comment les choses lui étaient présentées, si elles l'étaient clairement ou si elles l'étaient d'une manière floue et ambiguë. Il est tout à fait possible que Oliver North ait cru que le président était au courant, ou que le président n'ait rien compris parce que North n'avait pas été assez clair. Lors de sa déposition, le colonel Oliver North du NSC laisse entendre que Reagan était parfaitement au courant de ce marchandage. When you asked yourself, why doesn't the Secretary of State agree with me? Why doesn't the Secretary of Defense agree with me? They don't have to agree with me. I was simply providing advice and input and recommendations and options to my superiors. When they gave me direction, I carried them out. Now, I wasn't asking for the Secretary of State to agree with me. That they were still opposed in January. Yes, I suppose I had heard that they were opposed. Who was calling the shots on these negotiations for the United States? Well, in the trip that I went with Mr. McFarlane, clearly he was the chief negotiator. Mr. McFarlane have instructions from the President of the United States? Apparently so. Well, you knew that, didn't you? I was not present when Mr. McFarlane was briefed by the President. Is this testimony criticism of the fact that the decision was made to stand firm with the Iranians? My role as a subordinate on the NSC staff was to provide advice and input. Il a pu aussi, pour protéger le président, se dire « Je vais faire attention à ce que je vais lui raconter. Il faut qu'il soit en mesure de nier avoir eu connaissance de tout ça. » Ça me semblait impossible. On s'est aperçu qu'il y avait eu de nombreuses discussions et débats. Mais dans ce genre d'opération top secret, la règle générale est qu'elles doivent être niées. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'une fois, lors d'une conférence de presse, Ronald Reagan a démenti qu'elles aient jamais eu lieu. C'était sans doute une erreur, mais ça faisait partie des usages. Comme chaque année, le président présente ses vœux à la presse pour le Thanksgiving Day. Son face-à-face avec les journalistes va prendre un tour surréaliste. What did you know about money going to the Congress? All I know is this is just going to take wonder, so I'm looking forward to tomorrow. He's not looking forward. Mr. President, how much trouble are you in because of this Contra revelation? Vice President Bush, did you know about the Contra aid or not, sir? Did you know about the Contra, sir? Mr. President, some people might think you're stonewalling by refusing to answer questions. Mr. President, when will you be able to speak out on this Contra business? Sir, the country's going to want to hear from you, not your Attorney General. Mr. President, you've never ducked questions before. John Howard going to be the head of your conviction. Mr. President, hasn't this damaged your presidency? Any other turkeys on the chopping block? Je pense que ça a été la seule grosse erreur de politique étrangère du président. Elle a été commise pour d'excellentes raisons, mais c'était une erreur. C'est ainsi que toute l'histoire a été révélée à un moment très difficile pour le président. Mais il a fait preuve de suffisamment d'honnêteté pour reconnaître par la suite qu'il avait commis une très grave erreur. Ils ont échoué. Ce n'était pas la première fois qu'un secrétaire d'État se montrait incapable de convaincre le président. Sur les conseils de sa femme Nancy,
Reagan refuse de s'expliquer devant la nation. Elle a consulté son astrologue et les cartes sont défavorables au président. Vous me posez des questions sur des potins qui sont certes plutôt amusants, mais pas particulièrement importants. Reagan accepte enfin de venir s'expliquer à la télévision. My fellow Americans, for the past 3 months, I've been silent on the revelations about Iran. And you must have been thinking, well, why doesn't he tell us what's happening? Why doesn't he just speak to us as he has in the past when we've faced troubles or tragedies? Let me say I take full responsibility for my own actions and for those of my administration, but no excuses. It was a mistake. I didn't know about any diversion of funds to the Contras, but as president, I cannot escape responsibility. Cela dit, Schultz et Weinberger sont restés au gouvernement. Ils étaient parfaitement au courant de tout. Leurs archives, qui sont désormais publiques, sont parfaitement claires. Je les ai informés de la totalité de l'histoire. Ils auraient pu tout arrêter en démissionnant. C'est pour cette raison que j'ai trouvé absurde qu'ils protestent en disant qu'ils n'avaient rien à voir avec tout ça. Ils auraient pu tout arrêter s'ils l'avaient voulu. Le vice-président George Bush nie toute implication dans l'Iran-Gate, refusant de répondre aux journalistes qui osent l'interroger. Il affirme n'avoir jamais été informé et encore moins consulté par le président Reagan. Je savais, et lui aussi, qu'il avait été présent à toutes les rencontres. Il en était fier. Il a eu en main toutes les informations et a été mis au courant de toutes les décisions qui ont été prises. Décisions qu'il a d'ailleurs toujours approuvées. Il faut vraiment être culotté pour prétendre le contraire. Oh, je sais qu'il était au courant, bien sûr qu'il était au courant. Il faut tout replacer dans le contexte de l'époque. À ce moment-là, il était candidat à l'élection présidentielle. Et il savait combien cela lui aurait été préjudiciable de reconnaître qu'il était au courant de toute l'affaire et à l'origine d'une grande partie des décisions. Cela aurait détruit l'image qu'il essayait de donner de lui. So help me God. Congratulations. Thank you. George Bush succède à Ronald Reagan à la Maison-Blanche. En retard sur son rival démocrate, il avait décidé d'axer sa campagne sur le serment au drapeau, le patriotisme, la prière à l'école, la lutte contre la criminalité et le laxisme dans les prisons. Le résultat fut spectaculaire. En quelques jours, il remonta dans les sondages et remporta l'élection par 53% des suffrages. George Bush au pouvoir, c'est en quelque sorte le troisième mandat de Ronald Reagan. Le style Bush est essentiellement relationnel. Il croit avant tout en l'efficacité de relations personnelles. Pouvoir compter sur la loyauté de son entourage plutôt que sur ses idées. Recueillir diverses opinions sur un sujet et parvenir à un compromis acceptable par tous. Bush, en tant que vice-président, a pu observer pendant 8 ans le non-fonctionnement du cabinet Reagan, quotidiennement en compétition improductive. En nommant ses amis les plus fidèles aux postes clés, il forme un gouvernement qui fonctionne en circuit fermé. Tout le monde doit parler d'une même voix. Dans ce premier cercle, forcément restreint, on retrouve James Baker. Le président Bush savait comment le système était censé fonctionner. Il a pris 5 personnes qui étaient des amis et avaient déjà travaillé ensemble dans d'autres domaines. Nous avions un véritable esprit d'équipe, et les ragots ou les conflits qu'on voit dans tant d'autres gouvernements entre le conseiller à la sécurité nationale et le secrétaire d'État, ou entre le secrétaire de la Défense et le secrétaire d'État, ces conflits étaient inexistants. D'ailleurs, si nous avions passé notre temps à nous bagarrer, nous n'aurions pas pu accomplir ce que nous avons accompli. Sous l'administration Carter, Vance et Brzezinski se querellaient comme chiens et chats. Dans le premier gouvernement de Nixon, Henry Kissinger était conseiller à la sécurité nationale, mais tenait à l'écart le secrétaire d'État, Bill Rogers. Sous Reagan, Schultz et Weinberger, le secrétaire de la Défense et le secrétaire d'État, se sautaient en permanence à la gorge. Et il y avait 7 ou 8 conseillers à la sécurité nationale, dont certains étaient ouvertement en conflit avec le secrétaire d'État. Brent Scowcroft prend la tête du Conseil de sécurité nationale et s'installe à la Maison-Blanche. La règle est toujours la même. Plus le bureau d'un conseiller est proche du bureau présidentiel, plus son influence est importante.
Laurent Siegelberger sera son conseiller personnel. Lorsque Bush dirigeait la CIA, il était également membre du Conseil national de sécurité. Il savait donc exactement comment il voulait voir fonctionner le gouvernement et il a choisi des personnes qui partageaient ses opinions. Si Scowcroft avait un point de vue, il en avait généralement un, il l'exposait au président. Parfois le président l'écoutait, d'autres non. Le temps passant, Scowcroft et Bush sont devenus extrêmement proches et je pense que Scowcroft avait sur lui une certaine influence, mais elle n'a jamais été prédominante et il n'a jamais essayé d'exclure qui que ce soit. C'est ce que j'ai essayé de ne pas faire et je ne crois pas que Jim Baker m'ait soupçonné de l'avoir fait, ni d'avoir tenté de soustraire le président au point de vue de ceux qui travaillaient avec lui, ni d'avoir empiété sur les responsabilités du secrétaire Baker. Il n'y a jamais eu la moindre opération ou décision prise par le Conseil national de sécurité sans que je donne mon approbation. Ni Irangate, ni mission secrète, ni ingérence des conseillers en politique. Personne ne pouvait s'immiscer entre moi et mon président, ce qui signifie que la politique étrangère ne pouvait être décidée que par le secrétaire d'État. Quand je suis arrivé au ministère, j'ai bien précisé que j'allais être l'homme du président au département d'État et certainement pas le contraire. Et les gens ont commencé à jaser. William Webster est à la CIA. Bush, qui a été directeur de l'agence de renseignement en 1973, l'a formé. Chaque matin, Webster remet au président un journal, tiré à 2 exemplaires. Le President's Daily Brief, ou l'état du monde vu par la CIA. Le président Bush a été très clair sur ce point dès son arrivée. Il nous a réunis et nous a dit « Je m'attends à ce que vous ne soyez pas tous d'accord les uns avec les autres, ce qui est normal. Débattez-en ouvertement, mais sans étaler vos désaccords sur la place publique. Et ne livrez aucune information à la presse qui risque de court-circuiter l'un d'entre vous. Enfin, une fois que j'aurai pris une décision, je veux que vous la souteniez et m'aidiez à la mettre en œuvre. » En novembre 1989, la chute du mur de Berlin prépare la réunification de l'Allemagne et la disparition de l'Union soviétique. Les unes après les autres, les anciennes démocraties populaires chassent les régimes communistes. George Bush, forgé par la guerre froide et ses années à la tête de la CIA, est plus difficile à convaincre. J'ai envoyé un message crypté à remettre au président, lui disant qu'on était proche de l'ébullition, que ça bouillonnait à la surface. C'est l'expression que j'ai employée. Ce que nous ne savions pas, c'était précisément à quel moment et comment ça allait se produire. Avais-je prévu ce qui allait se passer? Bien sûr que non. Mais si vous regardez les journaux allemands, la presse allemande, même à l'automne 1989, on parlait d'au moins une dizaine d'années avant que quoi que ce soit ne se produise. Nous avons tous été surpris. La pire chose que nous aurions pu faire aurait été de nous réjouir de la chute du mur. Bush a été fortement critiqué pour n'avoir pas, comme il l'a dit, dansé sur le mur. Je pense que les premiers jours, il était beaucoup moins méfiant que moi. J'étais beaucoup plus méfiant. Je crois qu'il était beaucoup plus sceptique. Je crois qu'aucun d'entre nous ne faisait totalement confiance aux Soviétiques. Je crois que dans aucune grande capitale du monde, vous n'auriez trouvé une seule personne sérieuse pouvant prédire que le mur de Berlin allait tomber d'ici 4 ans et que dans 6 ans, il n'y aurait plus d'Union soviétique. Pas une seule. Fin juillet 90, les États-Unis ont la quasi-certitude que Saddam Hussein s'apprête à envahir le Koweït. J'étais avec Shevardnadze à Irkoutsk pour discuter du contrôle des armements. Un de mes assistants m'a remis une note disant que les Irakiens s'apprêtaient à envahir le Koweït et qu'ils rassemblaient massivement leurs troupes à la frontière.
J'en ai parlé à Shevardnadze qui m'a dit « Non, jamais une telle chose ne se produira. Ils ne seront jamais assez fous pour faire ça. » Je lui ai suggéré de s'informer auprès du KGB, ce qu'il m'a promis de faire. L'après-midi, en revenant du déjeuner, il m'a dit « J'ai vérifié auprès du KGB. Il ne se passe rien de tel. Les Irakiens ne sont pas assez fous pour envahir le Koweït. » Nos propres services secrets me disaient qu'on assistait à une forte concentration de forces armées, mais qu'ils ne prévoyaient pas une invasion du Koweït. Nous avons fait passer une note annonçant que Saddam Hussein allait envahir le Koweït d'ici 12 à 24 heures, en nous basant sur l'analyse des messages qui nous informaient de la logistique mise en œuvre et des mouvements de troupes. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a donc pas eu de surprise. En tout cas, il n'y aurait pas dû y en avoir. Dans les sous-sols de la Maison-Blanche, les stratèges mettent au point l'opération Tempête du désert. Lorsque nous avons des réunions très importantes, nous descendons généralement dans la Situation Room. En cas de crise aiguë, ce n'est pas le président qui va au Pentagone, mais le Pentagone qui se rend chez le président. Il y a une salle spéciale équipée de toutes sortes d'appareils électroniques où se tiennent les réunions de crise majeure. Si James Baker est toujours favorable à une politique de prudence, Bush préfère une solution militaire à une solution politique. Mais il a besoin de l'accord du Congrès pour entrer en guerre. Il décide de s'en passer. Conformément à la loi, il ne peut obtenir qu'une autorisation valable 60 jours. Délai trop court pour une opération militaire de cette envergure. Dans les semaines qui vont suivre, Bush va organiser une coalition d'États sous l'égide de l'ONU, avant de passer à l'offensive en janvier 1991. Nous étions 6 membres en relation constante avec la cellule de crise, à nous réunir chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. J'étais là pour le Conseil national de sécurité. Il y avait les représentants du département d'État du Pentagone, de la CIA, les chefs d'état-major, et nous proposions des idées, mais je ne pouvais prendre aucune décision. Je n'étais là qu'en tant que conseiller. Notre pouvoir s'arrête là, et encore une fois, c'est la raison pour laquelle ceux qui travaillent pour le président n'ont pas de réel pouvoir, mais seulement de l'influence. Pour quelqu'un comme moi, mon pouvoir se limitait à faire des recommandations. Dire après que Saddam Hussein ait envahi le Koweït, ce que devaient faire les États-Unis. Le président n'a pas hésité longtemps. Très vite, il a décidé qu'on ne pouvait pas permettre à Saddam Hussein de garder le Koweït, qu'il fallait qu'il se retire sans condition et qu'il prendrait pour cela les mesures nécessaires. Je pense que Scowcroft ainsi que le président ont compris dès le début que si nous ne parvenions pas à trouver une solution diplomatique, nous devrions faire la guerre. Personne n'était contre. La décision a été unanime. Après l'attaque, il y a eu certaines divergences en matière d'approche politique. Le Pentagone était beaucoup plus réticent. Je devrais d'ailleurs dire que c'était le cas des militaires, et pas seulement le Pentagone, car ils se souvenaient du Vietnam et étaient morts de peur de se retrouver dans une situation similaire. Jim Baker était plus optimiste quant à la possibilité d'arriver à une solution diplomatique plutôt que militaire. Franchement, je dois dire que Baker semblait moins favorable que d'autres à une solution militaire, en tout cas moins que moi. Comme nous ne voulions pas répéter les erreurs commises pendant la guerre du Vietnam, le président Bush a fait une chose qui s'est révélée cruciale. Il a laissé les militaires gérer le conflit. Nous n'avons pas dirigé la guerre depuis la Maison-Blanche. Nous avons examiné les listes des cibles à bombarder d'un point de vue politique, pour nous assurer qu'elles ne comportaient pas de points politiquement sensibles. Mais une fois les plans des généraux approuvés, le problème devenait celui des militaires, qui continuaient à informer Bush, mais sans que celui-ci cherche à leur dire comment mener la guerre. Il est resté en retrait et a laissé les généraux faire ce qu'ils sont censés faire. Nous sommes allés devant le Congrès pour obtenir l'autorisation d'envoyer 5000 hommes dans le Golfe, mais nous l'aurions quand même fait sans leur approbation. Nous estimions que l'envoi de soldats relevait du pouvoir constitutionnel du président. Avant de décider du déclenchement de la guerre du Golfe, Bush invite à dîner à la Maison-Blanche l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger. Il veut son avis avant de prendre une décision définitive, court-circuitant en quelque sorte son propre secrétaire d'État James Baker, qui est contre une intervention. Kissinger donne son feu vert à George Bush.
Je ne pense pas que ce soit inhabituel. Je trouve qu'il est toujours utile d'avoir plusieurs avis différents. Mais je vous mets au défi de trouver consigné dans les archives du président Bush qu'il invitait Henry à dîner chaque fois qu'il devait prendre une décision. C'est tout simplement faux. Je vais vous dire une chose, Kissinger n'a jamais été convié à la Maison-Blanche sans que j'en ai été tenu informé. C'est lui qui a décidé de le faire. Se fier au conseil et à l'expérience de Henry était plutôt une bonne idée. Henry avait connu le problème du Vietnam et Bush voulait son avis. Ce n'est pas moi qui le lui ai suggéré. J'ignore si c'est Scowcroft ou si le président y a pensé tout seul. En tout cas, c'était une démarche judicieuse et c'est ce qu'il fallait faire. Le président Bush n'aurait jamais jeté aux oubliettes son secrétaire d'État comme ça. En plus, j'étais son ami depuis 35 ans et il ne m'aurait jamais fait ça. Le risque d'embrasement de toute la région est à son maximum. Dans le bureau ovale, pour la première fois, les militaires envisagent l'option nucléaire. Je ne peux imaginer aucune circonstance dans laquelle le président aurait été prêt à utiliser l'arme nucléaire, excepté une invasion de l'Europe de l'Ouest par les Soviétiques. Autant que je sache, personne n'a parlé d'utiliser l'arme atomique, mais je ne peux pas vous certifier qu'un général, quelque part, n'ait pas été prêt à le faire. En revanche, nous n'avons jamais eu peur que les Israéliens recourent aux armes nucléaires. À moins d'être en très grand danger, utiliser ce genre d'armes dans un espace aussi restreint revient à s'exposer soi-même aux radiations. Dans cette région, le recours aux armes nucléaires ne peut se faire qu'en l'absence de toute autre solution. Laissez-moi vous répondre d'une façon différente. L'option nucléaire, les armes nucléaires ont-elles été envisagées? Oui, nous l'avons fait. Nous en avons débattu longuement, notamment à propos de l'éventualité d'une utilisation d'armes chimiques par les Irakiens. Publiquement, nous n'avons jamais parlé de la possibilité d'un recours aux armes nucléaires. En privé, nous l'avons fait. La guerre du Golfe, quelques mois avant les élections, va permettre à Bush de redorer son blason et rendre aux Américains un prestige perdu au Vietnam. Reste Saddam Hussein. Comment s'en débarrasser? Le président Bush, dès le début, ne voulait en aucun cas que nous nous retrouvions dans l'obligation d'occuper l'Irak. Les Arabes étaient morts de peur, terriblement nerveux serait le mot juste, de nous voir débarquer en Irak et d'y rester, d'avoir au Moyen-Orient une puissance impériale. Bush a compris qu'une fois sur place, il faudrait très vite repartir. Occuper l'Irak aurait engendré un nouveau type de conflit. Conflit que nous n'avions pas étudié, auquel nous n'étions pas préparés et dont l'issue nous était totalement inconnue. Non, nous avions rempli nos objectifs militaires ainsi que nos objectifs politiques. Et c'eût été stupide de la part des États-Unis d'occuper ce grand pays arabe dans le seul but de vouloir changer le gouvernement. Il est important de souligner qu'on ne nous a jamais demandé de le faire et que nous n'avons jamais cherché à faire autre chose que de donner des informations aux militaires. Le seul moyen de capturer Saddam Hussein aurait été d'aller à Bagdad. Et nos militaires ne voulaient pas le faire. Nous n'avons jamais dit que nous allions capturer Saddam Hussein. Nous ne savions pas où il était, ni combien de temps il nous faudrait pour le retrouver, ni combien de pertes supplémentaires nous aurions à subir de notre côté. Et surtout, il existe un décret exécutif mis en place par le président Ford, la loi numéro 133, qui interdit les assassinats. Après sa victoire sur l'Irak, George Bush, qui se lance dans la course à la présidence avec la quasi-certitude d'être élu une seconde fois, centre toute sa campagne électorale sur la politique étrangère, le désarmement et la paix dans le monde après la chute de l'URSS. On an August day, an historic event took place. It didn't happen on Main Street or in any American town, but in Russia.
with soldiers began destroying hundreds of nuclear missiles. L'échec est cinglant. Bush, largement battu par un inconnu, Bill Clinton, voit son château de cartes s'écrouler. Il rejoint sur la courte liste des présidents non réélus une seconde fois Jimmy Carter. It was George Bush who led the way. Someday their grandchildren will. Nous avons commis plusieurs erreurs. Je ne saurais me souvenir de toutes, mais tout le monde en fait. Les républicains ont mené une campagne désastreuse. Je n'en fais pas le reproche à Bush, mais plutôt à ceux qui le conseillaient. Ils en avaient marre de nous. Nous étions au pouvoir depuis 12 ans. Je comprends cela, ça fait partie de la vie. De la fin de la Seconde Guerre mondiale à sa disparition, l'Union soviétique, l'éternel rival, a été la clé de voûte de toute la politique étrangère des États-Unis. C'est un conseiller de Gorbatchev qui disait « On a joué aux Américains le plus sale tour, on les a privés d'ennemis ». Dans un sondage réalisé après la défaite de Bush, un Américain sur 3 estimait que le moment était venu pour les États-Unis de se retirer des affaires politiques du monde. Les questions de politique étrangère ne sont jamais une priorité dans les élections, à moins que la paix ne soit menacée. Si ce n'est pas le cas, les questions de politique étrangère ne suscitent guère d'intérêt. La guerre froide est finie et la politique étrangère n'est plus considérée comme importante. Il ne nous restait plus qu'à ramasser les morceaux de l'Empire soviétique. Désormais, ce qui compte, ce sont les problèmes d'économie intérieure, pas les questions internationales. Depuis la fin de la guerre froide, la NSA, l'Agence de sécurité nationale, l'oreille des États-Unis en matière d'espionnage, a pris le pas sur le NSC, le Conseil de sécurité nationale. La CIA et le Pentagone sont en perte de vitesse, puisqu'aucun adversaire ne peut sérieusement menacer leurs intérêts vitaux et que les enjeux, les guerres sont aujourd'hui essentiellement économiques. Tout n'est plus qu'une question d'économie de marché. Et tout le monde sait qu'il vaut mieux posséder à la fois l'économie et le marché. C'est le début d'un nouvel ordre mondial jugé exportable. Le conseiller commercial du président, longtemps considéré comme un poste sans intérêt, est devenu un des principaux personnages de l'État. Jamais au cours du XXe siècle, aucun pays n'a exercé une influence aussi décisive, une hégémonie aussi absolue.